Bonjour, j'espère que vous allez bien. Moi, je vais très bien par la grâce de Dieu. Je suis Annick Abba, alias la femme atypique, alias la femme de ménage. Bienvenue sur mon compte. Sur ce compte, je valorise mon métier. Je valorise mes congénères, ces hommes et femmes qui exercent de petits métiers au quotidien pour survenir à leurs besoins. Je parle de l'entrepreneuriat. J'encourage les femmes à se lancer dans l'entrepreneuriat avec de petits budgets parce que c'est exactement ce que j'ai fait. Je parle des changements que le Seigneur opère dans ma vie depuis que je suis revenue à lui. Alors si tu es cette femme brisée, méprisée, chosifiée, on t'a souvent dit que tu valais pas grand-chose si tu en es convaincu, ta vie aussi entre dépression, désespoir, colère, amertume, frustration, regret, jalousie, il t'arrive de noyer tes soucis dans de l'alcool, sache que tu es au bon endroit. Il y a quelques années, j'étais comme toi, peut-être même pire que toi. Je suis issue d'une famille chrétienne. J'ai reçu une éducation assez stricte, mais à mes 24 ans, j'ai décidé d'abandonner le Seigneur. J'ai commencé à prendre de mauvaises décisions. Qui dit mauvaise décision dit conséquences. Ça a duré environ 12 ans. Mais quand je suis devenue maman, je me suis dit, Annick, stop, tu ne peux pas élever ton enfant dans un environnement pareil. Tu ne peux pas élever ton enfant dans un environnement aussi tumultueux. Je suis allée chercher des solutions. Je me suis intéressée au développement personnel. J'ai repris la lecture, j'écoute des livres audio, je suis des formations. Je me suis imposé une certaine discipline. Je me suis intéressée à toutes les pages Facebook qui pouvaient me permettre d'atteindre mes objectifs. Je me suis abonnée à toutes les chaînes YouTube qui pouvaient me permettre de m'améliorer. Alors, si tu veux donner une autre orientation à ta vie, je ne te dis pas qu'il suffirait de faire ça. Non. Impose-toi une discipline, fixe-toi des objectifs, identifie tes problèmes et tu verras ce qui va se passer dans ta vie. Si j'ai pu y arriver, toi aussi, tu peux y arriver. Aujourd'hui, je vais parler enfin, c'est la suite de la première vidéo dans laquelle j'avais parlé de la précarité et de la médiocrité de certains Africains en France. Je tiens à préciser que j'aime parler de Noirs parce que dans mes recherches, j'ai découvert que tous les Noirs, on avait le même statut, qu'on soit de l'Afrique, de l'Europe, de l'Asie, de l'Amérique, on est tous dans la même situation, on est tous méprisés. Donc moi j'aime souvent parler des Noirs, du peuple noir. Donc la petite Marie, c'est comme ça que je l'ai surnommée, cette salariée. Donc la petite Marie, je l'ai rencontrée samedi, il y a 2 jours, samedi dernier. On a eu une petite réunion, je lui ai posé des questions, notamment sur ses problèmes de santé. Elle n'a toujours pas su me répondre de quelle pathologie elle souffrait. Sa maman non plus. Entre-temps, j'ai échangé avec son oncle maternel qui m'a dit qu'il allait voilà, s'en occuper, qu'il allait voir ce qu'il pouvait faire pour l'aider. Et je lui ai fait comprendre qu'il était absolument impératif qu'elle comprenne que elle était seule au monde, qu'elle ne pouvait compter que sur elle-même parce que son papa ne veut plus d'elle. Sa maman est rentrée au pays et elle ne pouvait compter que sur elle-même. Qu'il fallait qu'elle épargne un peu d'argent, ce qui va lui permettre peut-être d'ici 6 mois de prendre une chambre en colocation, vraiment qu'elle commence à avoir son indépendance. La chance qu'elle a, c'est que elle est tombée sur moi. Euh, je suis tolérant, je la comprends, je veux vraiment l'accompagner. Donc voilà, elle est en train de terminer sa période d'essai et après son CDI va commencer, va être effectif. Donc c'est vraiment la chance qu'elle a. Bon, j'ai essayé de parler, de lui donner des conseils. Je savais bien que je parle à une personne vraiment parce que là, c'est vraiment une situation difficile. Et moi, ça me fait de la peine de voir cette petite qui a vraiment encore besoin d'être encadrée, qui a encore besoin qu'on la soutienne. Mais il se trouve que non, elle est abandonnée à elle-même. Elle en est au point où sa maman lui demande de l'argent. Et moi, je comprends pas une femme qui a fait 6 enfants. Elle ne sait pas dire un mot en français. Pourtant, elle a vécu en France. Mais voilà, cette femme est incapable de me dire un mot en français. Donc, j'ai pas pu échanger avec elle. J'ai vraiment pas pu. Et elle demande déjà de l'argent à sa petite parce que c'est Marie qui est la dernière née. Donc elle lui demande déjà de l'argent, elle lui pose déjà des problèmes. Moi, je ne sais pas ce qu'elle se dit. Déjà qu'elle n'a véritablement pas fait son travail de maman parce que ça, il faut le dire. Elle n'a pas véritablement fait son travail de maman. Elle est déjà partie en laissant la petite et elle lui demande déjà de l'argent. Ok.
Hier matin, donc hier dimanche, parce que quand j'ai échangé avec la petite, elle m'a fait savoir qu'elle devait rencontrer son oncle qui est venu spécialement de Lyon pour assister à un mariage aussi, mais pour la rencontrer. Donc elle m'a dit que elle va rencontrer son tonton dimanche, mais elle ne sait pas à quelle heure, parce que comme elle doit travailler, je lui ai confirmé qu'elle devait travailler. Mais samedi à 21h30, parce que j'aime bien regarder l'heure quand il m'arrive ce genre de choses. Elle m'envoie un message pour me dire que non, finalement, demain, bah, je n'irai pas travailler parce que je dois aller rencontrer mon oncle. Je lui dis, mais ça, je savais que vous irez rencontrer votre oncle, mais sauf qu'on avait convenu que vous le ferez après la mission. Elle me dit, non, non, j'irai le rencontrer, donc j'irai pas travailler demain. Alors j'étais furex, je lui ai dit, ok, si vous n'allez pas travailler demain, je vais vous licencier. Elle n'a pas répondu. Je me suis dit, ok, je vais la licencier parce que je commençais déjà vraiment à en avoir marre, à me dire, mais attends, Annick, tu t'es embarquée dans quoi? Toi, tu fais tout pour aider cette petite, mais visiblement, elle ne comprend pas. Et pour la petite histoire, pour vous montrer à quel point, malgré le fait que cette petite me cause des problèmes, je suis toujours voilà, prompte à l'aider. Elle est allée chez une cliente. C'était une mission de 10 heures, donc elle était avec une autre salariée. Elles ont fait 5 heures chacune. Et c'est cette salariée-là qui est d'ailleurs ma responsable opérationnelle qui avait supervisé la mission. Et je ne sais pas ce qui s'est passé chez la cliente, mais à un moment, il y a eu un problème d'électricité. Donc, euh, celle qui supervisait la mission a appelé la cliente pour lui exposer le problème. La cliente a dit, ok, je ne suis pas très loin de là, j'arrive. Et la cliente est arrivée. Elle a constaté que c'était un problème de disjoncteur, donc elle a rétabli l'électricité. Par la grâce de Dieu, elle s'est rendue compte que son collier en or massif manquait. Donc son collier était dans sa chambre et elle a fait savoir à la responsable opérationnelle qui a dit, ok, on va arrêter de travailler et on va chercher le collier. Elles ont commencé à chercher le collier et la petite Marie, elle est partie, elle s'est dirigée dans la cuisine. Elle en est ressortie avec le collier en disant que oui, j'ai retrouvé le collier dans le sac poubelle qui était dans la poubelle, voilà, dans la poubelle. Bah, forcément, la cliente, bah, elle n'a pas compris. C'est une histoire curieuse, ça tombe, ça n'a pas de. Enfin, comme on dit souvent, c'est une histoire qui a ni tête ni queue. La cliente n'a pas voulu en faire un problème sur le moment, elle les a laissés travailler, mais elle m'a quand même fait savoir que voilà, elle m'a parlé de la situation, elle m'a dit voilà, mon mari a voulu aller déposer plainte parce que c'est un collier qui a une valeur sentimentale pour nous. Il me l'a offert lors de notre anniversaire de mariage. Mais moi, j'ai dit à mon mari que voilà, tu vas aller déposer une plainte pour. Ça sera quoi l'objet de la plainte? On n'a aucune preuve que la petite a voulu dérober le collier. Donc, mais malgré ça, j'ai encore fait un geste commercial. J'ai essayé de calmer la cliente en lui disant que oui, en effet, on n'a pas de preuve que la petite voulait voler. La cliente m'a dit, mais oui, mais quand même, comment ça se fait que le collier qui est disparu, il n'y a pas autre chose qui a disparu dans la chambre? J'ai calmé la cliente et j'ai aussi gardé la petite. Une autre personne ne l'aurait jamais fait. Et donc, quand son oncle, dimanche matin, me dit, oui, c'est moi qui ai dit à ma nièce de ne pas aller travailler parce que je voulais la rencontrer, je me suis dit, mais Annick, ces gens, ils te prennent pour une idiote. Comment est-ce qu'un oncle qui est quand même au courant de la situation, qui sait que sa nièce, non seulement, il est conscient que sa nièce a abandonné ses études en classe de quatrième, donc il sait que sa petite n'a aucune compétence, elle n'a aucune qualification. Là, elle est vraiment en train d'apprendre. Je suis en train de l'accompagner dans ce métier de aide ménagère, dans ce métier de femme de ménage. Il faut le dire crûment, elle ne sait rien faire. Donc moi, je suis patiente, je suis tolérante, je suis en train de l'accompagner. Bah, il se permet de me dire que ouais, je lui ai dit de ne pas venir travailler parce que voilà, je voulais la rencontrer. Je lui ai dit, vous savez, on va en rester là parce que vos problèmes de famille ne me concernent même pas. Je voulais aider votre nièce, mais puisque ça devient une histoire où vous me prenez pour une idiote, et je lui ai dit clairement que si j'avais été une blanche, jamais vous n'aurez fait ça parce que déjà une blanche n'aurait même pas gardé votre nièce plus longtemps, n'aurait même pas gardé votre nièce une semaine dans sa boîte. Malgré tout ce qu'elle est en train de faire, moi je suis toujours là, je me dis non, je la comprends, machin, elle n'a pas bénéficié d'un certain encadrement. Ce n'est pas mon problème, ça ne me regarde pas.
Et il me dit, ouais, vous êtes en train d'aller trop loin. Ok, ciao. Excusez-moi, je suis en train de recevoir un appel, là, je vais appeler. Et donc, il me répond, il me dit, ouais, vous êtes en train d'aller trop loin. Ciao. D'accord. J'ai pris les plannings, j'ai modifié les noms partout, toutes les missions où il y avait le nom de la petite, j'ai modifié. Parce que pour moi, c'en était terminé. Mais hier, il devait être 19h, la petite m'envoie un message pour me dire euh, oui, c'est toi qui m'as dit que je ne voulais plus travailler, que je n'allais plus travailler. Moi, je voulais continuer, je voulais continuer à travailler, mais c'est toi qui me dis que je ne vais plus travailler. Je l'ai appelé, je lui ai dit, qu'est-ce que vous voulez exactement? Qu'est-ce que vous voulez que je fasse? Elle me dit, c'est toi qui m'as dit que je ne vais plus travailler. Moi, je veux continuer à travailler. Ok. Je lui demande comment s'est passée la réunion avec son oncle. Elle me dit qu'elle s'est rendue chez son papa avec ses deux oncles, donc le frère de son père et celui de sa maman. Mais quand ils sont arrivés, son père lui a dit, tu n'entres pas chez moi. Si tu rentres chez moi, je vais t'achever. Son père était ivre, il avait des vêtements déchirés. Elle me dit, je n'ai jamais vu mon papa comme ça, je ne l'ai jamais vu dans un tel état. Et donc, c'est ses oncles qui sont entrés, elle est rentrée. D'ailleurs, elle me dit qu'elle a fait un malaise et on l'a conduite aux urgences. Concrètement, son père n'a rien pu faire pour elle. Son oncle lui a proposé de partir avec elle sur Lyon. Elle a refusé. Parce qu'elle lui a dit, ouais, mais je vais aller sur Lyon, qu'est-ce que je vais faire concrètement là-bas? Donc elle m'a dit, moi j'ai choisi de rester et je veux continuer. Je veux pas être licenciée. Quand j'ai échangé avec cette petite, j'ai encore eu de la peine pour elle. Parce que voilà, ça a confirmé ce que je lui ai dit samedi. Je lui ai dit, vous êtes seule, débrouillez-vous toute seule. Considérez-vous comme étant seulement, comme Corneille avait dit, vous êtes seulement. Mais elle m'a dit, oui, moi je ne voulais pas y aller. C'est ma maman qui m'a demandé de partir et j'ai aussi compris qu'il ne fallait pas qu'on la catégorise comme étant la rebelle de la famille. Et j'ai encore pris sur moi. Je lui ai dit que j'allais la garder. Parce que c'est aujourd'hui que je devais lui envoyer un mail pour lui dire que voilà, je mets un terme à votre période d'essai. Donc voilà la situation. Des parents qui font des enfants, qui n'accompagnent pas ses enfants. La maman est déjà rentrée au pays et elle ne se soucie même pas du fait que sa fille n'ait pas de diplôme, elle n'a même pas le brevet, elle ne peut même pas... Bon, c'est vrai qu'elle peut suivre une formation professionnelle, mais ça va être un peu difficile. Parce que ça va être un peu plus long et je sais même pas si ça apte à comprendre parce que quand je veux dire qu'une personne a pris le moteur d'un fouet électrique et mettre dans le lave-vaisselle, vous comprenez un peu la situation. Donc je vais continuer à l'accompagner. Moi la seule crainte dans cette histoire c'est ses problèmes de santé. Parce que si je veux être fixée sur ces problèmes de santé, il va falloir que je l'envoie à la médecine du travail. Et honnêtement, je ne suis pas prête à payer 80 €. Donc là, je vais encore essayer de savoir de quoi elle souffre. Et si vraiment c'est grave, parce que le métier d'aide ménagère, de femme ménage, c'est quand même un métier très physique. Et si elle n'est pas apte physiquement à pouvoir exercer ce métier-là, malheureusement, je me verrai dans l'obligation de mettre un terme à son contrat de travail et l'aider autrement. Je lui ai demandé de, 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 de se rapprocher d'un service d'aide, enfin, un service social ou d'aide aux personnes qui sont dans cette situation pour qu'on puisse voir comment est-ce qu'on pourrait l'accompagner là-bas. Éventuellement lui proposer un logement, euh, je sais pas. Mais j'ai absolument besoin d'être fixée sur ces problèmes de santé. Parce que je veux pas prendre de risques ou alors je ne veux plus prendre de risques parce que là quand même il y va de sa santé. Voilà ce qui se passe. Et cette petite, si, elle est pourtant arrivée ici à l'âge de 12 ans. Elle est arrivée ici à l'âge de 12 ans, donc elle avait toutes les chances pour faire des études, elle avait toutes les chances pour faire comme les autres jeunes de ce pays qui à 20 ans ont déjà leur baccalauréat, sont déjà peut-être en deux ou en troisième année à l'université ou dans une école de commerce qui sont à côté, sont en alternance ou je sais pas. Elle serait normalement, elle devrait être au même niveau que ses égaux. Mais voilà la situation, c'est que maman a 6 enfants, maman ne sait lire ni écrire, maman ne se soucie pas de l'avenir de ses enfants, papa aussi, papa a encore allé faire d'autres enfants.
Avec une autre femme, il en a 4. Avec une autre femme, il a déjà pris sa retraite. Si c'est cette petite qui est la dernière née, ça veut dire que les 4 autres, avec la deuxième femme, sont plus jeunes qu'elle. Donc, voilà un peu. Et comme je l'ai dit dans la première vidéo, c'est très loin d'être un cas isolé. C'est très loin d'être un cas isolé où ils sont nombreux, vraiment. Je côtoie de plus en plus des personnes qui ne savent ni lire ni écrire, qui font beaucoup d'enfants, qui n'accompagnent pas ces enfants-là. Parce que le problème, ce n'est même pas le nombre d'enfants. Le problème, c'est l'accompagnement de ces enfants-là. Ils sont nombreux, hein, des parents qui font des enfants, qui font beaucoup d'enfants d'ailleurs, mais qui les accompagnent, qui accompagnent ces enfants-là pour qu'ils puissent s'insérer dans la société. Mais pour le cas de cette petite, c'est que ses parents sont inconscients et irresponsables. Et j'ai déjà eu affaire à ce genre de situation plusieurs fois. Des salariés qui ne savaient ni lire ni écrire et c'est moi qui devais à chaque fois leur... c'est choquant. C'est très choquant, mais surtout ça me fait mal au cœur parce que quand je vois ces égos qui sont très vifs, qui sont très dynamiques, qui foncent, qui comprennent tout de suite quand on leur explique des choses, qui sont très compétitifs, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va faire comment? On va peut-être lui trouver un mari, et puis ça sera un mariage arrangé. Elle va aussi se retrouver en train de faire beaucoup d'enfants. À son tour aussi, elle ne saura pas accompagner ses enfants. Et ça va continuer, ça va continuer. Euh, Ça va continuer comme ça. Peut-être qu'il faut toujours qu'il y ait des personnes qui vont servir d'autres, j'en sais rien, mais ça me fait mal. Je veux pas abandonner cette petite parce que j'ai été moi aussi étudiante dans un pays étranger et il y a toujours eu des personnes qui m'ont accompagnée d'une manière ou d'une autre. Donc je veux pas la laisser tomber. Si jamais je me retrouve dans une situation où je me verrai dans l'obligation de la licencier, euh, je vais l'accompagner autrement, peut-être vont lui faire des petits virements de temps en temps, mais je peux pas la laisser tomber. Donc voilà la suite de l'histoire. Voilà la suite de l'histoire et c'est triste. C'est triste, mais je vous assure, c'est loin d'être un cas isolé. Ici en France, où vous avez des Africains, vous avez des Noirs qui sont complètement déconnectés des réalités, qui sont complètement déconnectés de ce qu'on appelle la compétitivité, c'est-à-dire qu'ils ne comprennent pas qu'on n'est pas chez nous, qu'on est venu ici pour chercher des conditions meilleures, qu'on est venu ici pour venir faire des études. Enfin, chacun est venu ici chacun a ses motivations, chacun ses raisons qui l'ont conduite ici, mais on doit être conscient qu'on n'est pas chez nous et donc pour cela, on doit travailler doublement. C'est tout à fait normal. On doit fournir plus d'efforts que d'autres. Et si donc les parents ne sont pas conscients de ça, qu'ils doivent absolument accompagner leurs enfants, qu'ils doivent toujours être là pour leurs enfants, moi je ne sais pas qui va leur faire à leur place. L'État fera ce qu'il pourra, mais l'État ne peut pas tout faire. L'État ne va pas venir dans les foyers pour venir dire aux parents, encadrez vos enfants. L'État ne peut pas faire ça. L'État ne peut pas faire ça. On ne peut pas toujours... Sachant que pour que l'État puisse même avoir cet argent-là, il faut que ce soit des personnes, que ce soit d'autres personnes qui travaillent durement pour que l'État puisse avoir cet argent-là. Ça va passer par l'URSSAF et j'en sais quelque chose parce que quand l'URSSAF prélève des cotisations sur mon compte bancaire, l'URSSAF ne cherche pas à savoir s'il y a de l'argent ou pas. L'URSSAF ne cherche pas à savoir si j'ai fait entrer de l'argent ou pas, si mes clients m'ont payé ou pas. Ce n'est pas le problème de l'URSSAF. L'URSSAF vient piocher. Pourquoi? Parce qu'il faut remplir les caisses, parce que. Et voilà. Son père lui a dit clairement, si tu franchis la porte, si tu franchis le palier de ma porte, je vais t'achever. Son papa le lui a dit. La maman est déjà partie aussi. Elle est abandonnée à elle-même. Les frères et sœurs, elle m'a dit que ses frères et sœurs ils sont éparpillés en France. Chacun a cherché sa voie. Donc voilà un peu voilà la situation. Je vous ai promis de vous faire un petit compte rendu et voilà, c'est fait. Donc la petite, elle est allée travailler aujourd'hui et la vie continue. La vie continue, chacun avec ses galères, chacun avec ses problèmes, chacun avec ses réalités. Les parents des missionnaires qui font des enfants et puis ils les abandonnent comme ça pour qu'ils se débrouillent tout seuls. Mais ils ne s'en privent pas de leur demander de l'argent. Alors ça, ils savent le faire.
Voilà, merci pour ceux qui m'accompagnent, merci pour ceux qui me soutiennent dans ce projet qui est ô combien difficile. Merci pour ceux qui me critiquent aussi, c'est grâce à vos critiques que je m'améliore. Que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur me bénisse et à très prochainement pour une nouvelle vidéo. Tchuss.